Voilà, eh bien écoutez, je voudrais remercier Bernard Meunier pour cette invitation. Donc pendant cet exposé, je ne vais pas aborder des applications, parce qu'on travaille sur pas mal de systèmes, mais je vais revenir en amont sur certaines technologies et certains concepts qui peuvent faciliter l'innovation thérapeutique. Et là, je vais parler de la modulation des interactions protéine-protéine. Je vais me focaliser sur l'inhibition, mais on peut avoir besoin de stabiliser des interactions. Et je vais essayer de faire un petit résumé de la situation à l'heure actuelle. Donc en fait, si on regarde le nombre de protéines qu'il y a dans une cellule, on estime aux alentours de 20 000 protéines. Les chiffres sont variables. Et si on imagine que chaque protéine va interagir avec une autre protéine, ce qui est généralement le cas, mais en fait on a des protéines qui interagissent avec plusieurs centaines d'autres protéines, comme c'est le cas de P53 ici. Ces protéines qui interagissent avec beaucoup de partenaires sont appelées protéines hub, et ce sont souvent des protéines qui sont ciblées par des pathogènes. Et je vais juste illustrer ça dans quelques diapositives. Donc en fait, si on analyse tout ça et qu'on fait toute une série d'autres types de travail expérimental et théorique, on en arrive à un nombre d'interactions protéine-protéine chez l'homme qui est aux alentours de 100 000 à 600 000, en fonction de la manière dont on va analyser ces interactions. Une des analyses les plus récentes a été publiée par Barry Honig à New York à partir d'une série de modélisations en 3D. Et la dernière estimation du nombre d'interactions chez l'homme est d'environ 340 000. Donc, ces interactions, évidemment, sont critiques pour la vie, mais dès qu'on va avoir des dérégulations, on va avoir un nombre de problèmes et de pathologies très importants. On connaît ça en infectiologie, on connaît ça dans le domaine du cancer, mais c'est vrai dans à peu près tous les cas. Donc maintenant, si on étend à d'autres organismes, donc chez l'animal, dans les micro-organismes, et entre les protéines produites par ces micro-organismes, par exemple, et l'homme, on arrive à un nombre d'interactions absolument énorme. Donc on peut se dire, ce type de mécanisme, interaction protéine-protéine, devrait être intéressant en termes d'innovation thérapeutique. Maintenant, si on regarde les petites molécules chimiques, à peu près 85% des médicaments à l'heure actuelle, donc une des dernières estimations, à peu près 1585 petites molécules chimiques, qui vont cibler aux alentours de 1453 cibles, mais par cible, on veut dire protéines, mais on peut vouloir dire aussi d'autres types de mécanismes, par exemple interagir avec l'ADN, ou d'autres mécanismes qu'on ne connaît pas exactement à l'heure actuelle. Donc on se dit qu'il y a quand même beaucoup de cibles, mais en fait, quand on analyse ces 4 grands groupes de cibles qui sont essentiellement donc, touchés par ces petites molécules chimiques, on va avoir essentiellement ces protéines membranaires de la famille des GPCR, les canaux ioniques et un certain nombre de transporteurs, les récepteurs nucléaires et toute une série d'enzymes. Et en fait, quand on regarde les annotations de ces molécules qui sont acceptées sur le marché par la FDA ou par d'autres agences de médicaments, il y a moins de 5 molécules qui sont documentées pour interagir, de petites molécules chimiques absorbables par voie orale, qui sont documentées pour moduler une interaction protéine-protéine. Un des exemples d'inhibiteurs d'interaction protéine-protéine, c'est un anti-agrégant plaquettaire qui a été produit en 1992 et qui a été en fait essentiellement designé sur ordinateur, à partir de criblage virtuel avec des modèles pharmacophores. Mais donc la situation est la suivante. On a un potentiel important d'action sur la pathologie avec ces modulateurs d'interaction protéine-protéine. Et en fait, on a très peu de molécules qui vont agir sur ce type de mécanisme. Et donc, une des raisons pour expliquer cela, c'est qu'en fait, la majorité des petites molécules chimiques vont se fixer dans une cavité, dans une poche, présente sur les protéines, quand il s'agit donc de cibles, quand il s'agit de protéines. Mais les interactions protéine-protéine, la manière dont elles ont été perçues pendant plus de 25 ans,
et vous voyez encore ça dans les livres de biochimie à l'université, la manière dont on conçoit ces interactions, ce sont des interactions considérées comme plates, dépourvues de ces petites cavités et poches qui vont fixer les médicaments. Donc, on s'est dit, avec ce type de grande surface plate, ça va être très très difficile qu'une petite molécule chimique aille moduler ce type d'interaction. Et c'est en partie confirmé quand on fait du criblage à haut débit, high throughput screening, donc on va cribler des centaines de milliers de petites molécules chimiques, les taux de succès sont extrêmement faibles. Donc on a une sorte d'état des lieux et un héritage qui est ce qu'il est. Donc on connaît l'intérêt des biologiques, molécules biologiques, donc peptides, anticorps, protéines thérapeutiques, qui vont pouvoir faire ce type de travail. Elles sont intéressantes, mais on l'a entendu plusieurs fois, il peut y avoir des problèmes que ce n'est pas adapté à toutes les pathologies, on peut avoir des difficultés d'administration par voie orale, des problèmes de coût. Donc en fait, ça serait intéressant d'avoir des petites molécules qui vont faire ce type d'exercice, réaliser, avoir ce type de fonction dans l'organisme. Et donc j'en arrive au cœur de cette présentation. Voilà deux éléments qui vont nous permettre d'avoir de l'espoir que ces interactions protéine-protéine peuvent être modulées avec des petites molécules chimiques. Donc on a une première observation qui est le concept de hotspot, et je vais revenir dessus, et les analyses à grande échelle des poches qui fixent les médicaments. Et de ce type d'analyse, on en déduit qu'il y a besoin d'une nouvelle chimie adaptée à ce type d'interaction. Et comment je vais explorer cette nouvelle chimie? Évidemment, je peux m'inspirer de travail qui est fait avec la chémo-informatique. Pourquoi c'est nécessaire? Je vais revenir dessus. Pourquoi c'est nécessaire d'utiliser l'informatique et de nouveaux algorithmes pour explorer ce type de questions. Donc, quand on veut moduler des interactions protéine-protéine, la première chose qu'on peut faire, c'est commencer à classer ces interactions. Il faut qu'on comprenne ce qu'on a, les objets qu'on doit manipuler et comment est-ce qu'on peut les traiter. Donc, si on regarde ces 20-30 dernières années, ces interactions protéine-protéine ont été classées en deux grandes familles dans un premier temps. Les interactions qui sont transitoires et les interactions qui sont dites obligatoires. Les interactions obligatoires, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a chacune des protéines qui va être synthétisée dans l'organisme, mais qui ne sont pas stables indépendamment. Elles ont besoin d'être associées, sinon elles sont rapidement dégradées, elles ne sont pas stables. Et donc, s'ajoute à cette notion de transitoire ou obligatoire un autre concept qui est la durée de vie de ces complexes. Et donc, en général, les systèmes obligatoires ont des interactions permanentes. Maintenant, donc, se rajoute à cette première analyse des complexes transitoires qui ont des durées de vie assez rapides ou quasiment permanentes. Et voilà un exemple de ces interactions avec une protéine produite par un insecte. Cette protéine va aller bloquer le site catalytique de la thrombine. Donc la thrombine est une sérine protéase essentiellement procoagulante. Et en bloquant ce site catalytique, le sang ne va pas coaguler comme il faut, et donc l'insecte va pouvoir continuer à se nourrir sur le sang de sa victime. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la thrombine est une fameuse protéine hub, c'est-à-dire qu'elle a au moins une cinquantaine de partenaires. Donc, avec cette première analyse, on commence à comprendre et à pouvoir classer ces interactions. Qu'est-ce qui va nous donner l'idée qu'on va pouvoir les moduler avec des petites molécules chimiques? Un des études très importantes dans ce domaine, c'est l'étude de Claxon and Wells en 1995, qui a montré, en travaillant sur une hormone de croissance et son récepteur, qui a montré qu'à l'interface, tous les résidus ne sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'il y a des résidus qui sont dits résidus hotspot, c'est-à-dire qu'ils contribuent de manière considérable à l'énergie libre d'interaction, à la force de l'interaction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces résidus hotspot qui contribuent de manière significative à l'interaction
il y a à peu près, donc dans des analyses à très grande échelle, il y a à peu près 10% de ces résidus qui sont très importants pour l'interaction. Et ce qui est pertinent pour nous, c'est qu'ils ne sont pas distribués de manière homogène sur l'interface. Donc cette interface n'est plus plate et sans propriétés intéressantes. Ils sont regroupés dans des points très spécifiques. Et ça veut dire que maintenant, on a des zones qui sont critiques pour l'interaction, mais qui sont de la taille d'une petite molécule chimique. Donc ça veut dire qu'on commence à voir qu'il y a quelque chose de possible avec un petit composé chimique et qu'on n'a pas forcément besoin d'un très grand peptide ou d'un anticorps pour moduler cette interaction. Un autre élément vient d'analyse donc en bioinformatique structurale des poches, des cavités qui fixent les médicaments. Donc ces poches, elles ont un certain nombre de propriétés. Par exemple, assez souvent, elles ont une certaine profondeur. Elles vont avoir une certaine surface, un certain volume. Donc ça, ce sont des valeurs moyennes. Mais, et donc ça, ce sont pour des modulateurs orthostériques. Mais vous savez qu'on peut aussi agir à distance. Donc ça va être ces mécanismes allostériques. Et les poches qui fixent les petites molécules et qui sont allostériques sont à peu près les mêmes que ceux-là, sauf qu'elles ont un volume plus petit. Donc voilà en gros ce type de poche sur lequel on a travaillé pendant des années et des années. Maintenant, quand on regarde des composés qui sont co-cristallisés aux interfaces entre deux protéines, on voit quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire qu'il y a en général 3 à 5 sous-poches, chacune d'un petit volume, aux alentours de 50 angstroms cubes. Donc on voit quelque chose de très différent en termes de distribution de propriétés physico-chimiques et de structure dans l'espace. Donc ces poches, voilà, elles ont un aspect un peu d'araignée et on voit que les molécules sont beaucoup plus superficielles par rapport à des poches qui fixent des médicaments classiques. Donc toutes ces informations, on peut les prédire, on peut essayer de travailler avec des approches informatiques et je ne vais pas expliquer et aller dans les algorithmes, mais j'ai sur une base de données un certain nombre de ces outils qui sont développés depuis une vingtaine d'années pour essayer de prédire ces régions hotspot et pour essayer de prédire ces poches, les poches qui vont être compatibles avec la fixation d'une petite molécule chimique. Donc, maintenant, si on en arrive à cette question, quel type de chimie est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux explorer ça pour être plus efficace et aller plus rapidement vers la solution? La même diapositive que tout à l'heure en termes de poche. Ici, vous le voyez, juste représenté pour les petites molécules chimiques. Donc, de quoi il s'agit ici? Une des premières études qui a été publiée au Danemark en 2004. Ici, on a une analyse en composantes principales, c'est-à-dire qu'on a de l'analyse de données à grande échelle, où on essaye d'augmenter les similarités et la diversité entre l'information. Donc, analyse en composantes principales, chaque point est une molécule, une petite molécule chimique. Les points bleus, ce sont des petites molécules chimiques qui sont vendues par les vendeurs de chimie. Donc si vous voulez faire du criblage, vous allez voir ces vendeurs de chimie et vous allez récupérer 100 000, 300 000, 1 million, 5 millions de composés. Et ici en rouge, on a 19 inhibiteurs d'interaction protéine-protéine, et ça c'était à l'époque, en 2004, et on voit que ces composés sont essentiellement en dehors de ces zones couvertes par la chimie qui est utilisée pour le criblage expérimental. Donc on a des molécules qui sont spéciales. Et c'est une des raisons pour laquelle on a un taux de succès si faible en criblage haut débit. Mais il y a un autre aspect qui est important ici, c'est qu'un certain nombre de ces molécules qui modulent les interactions protéine-protéine ne passent pas ces fameuses règles de 5. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un débat important. Les règles de 5, c'est une possibilité d'administration par voie orale à partir de 4 descripteurs moléculaires qui ont été développés par l'équipe de Lipinski à Pfizer dans les années 97. Donc souvent, quand les molécules ne passent pas ce type de règles, ça veut dire qu'elles auront des difficultés à être absorbables par voie orale. Donc, on comprend à peu près la situation, c'est-à-dire qu'on développe depuis 20 ou 30 ans des petites molécules chimiques qui sont dédiées
à des poches catalytiques, à des GPCR, mais les composés dont on a besoin pour moduler les interactions protéine-protéine sont en dehors de cet espace chimique. Et donc, est-ce que c'est sans espoir? Eh bien, il y a de l'espoir parce que voilà une illustration de l'espace chimique. Qu'est-ce que ça veut dire, espace chimique? Ça veut dire que des petites molécules, il y a plus de petites molécules potentiellement absorbables par voie orale, donc qui ont une taille assez petite, que d'étoiles dans l'univers. Et donc, ça veut dire qu'à partir de règles de chimie simples et 17 atomes, il y a déjà des chimiothèques virtuelles qui contiennent 166 milliards de composés. Donc, ce positionnement des molécules dans l'espace, ça va se faire avec des descripteurs moléculaires, la taille, la polarité, le nombre de charges, etc. Et ça veut dire que quand on calcule sur chacune de ces molécules, qu'elles soient synthétisées ou pas encore synthétisées, on peut les positionner dans l'espace. Et on arrive à avoir des zones de l'espace qui vont être adaptées aux cibles traditionnelles qui ont été donc utilisées pour la thérapie depuis de nombreuses années. Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y a des zones de l'espace chimique qui sont adaptées à ces modulations d'interaction protéine-protéine? Mais non seulement je veux des composés qui inhibent ou qui stabilisent ces interactions, mais je veux qu'elles soient dans un espace qui est dit admetox-friendly. Admetox, c'est pour administration, distribution, métabolisme, excrétion, toxicité. Donc je veux aller dans ces zones de l'espace et je veux y aller le plus vite possible, sans m'égarer dans toute une série d'autres régions qui sont peut-être intéressantes, mais qu'il va falloir travailler énormément pour aboutir. Donc comment je peux faire ça? Une des premières études qui a été publiée dans la littérature, c'est un travail qui a été fait dans le laboratoire, donc dans l'équipe du docteur Miteva, et c'est M. Sperandio qui est responsable de ce projet. Donc ce qu'on a fait, c'est avec une analyse statistique, on a comparé des inhibiteurs d'interaction protéine-protéine avec des petites molécules qui sont absorbables par voie orale. Avec des méthodes d'apprentissage, à l'occurrence ici c'était un arbre de décision, il est ressorti quelques descripteurs moléculaires qui sont pertinents pour ce type de petites molécules. Et c'est quoi ces descripteurs? Eh bien on a un descripteur de forme, de shape, et aussi un certain nombre de liaisons multiples dans le composé. Ça se traduit comme ça. On a ces petites molécules qui sont plutôt à la surface, qui occupent plusieurs sous-poches et qui doivent distribuer des propriétés physico-chimiques dans l'espace assez à la surface. Et comment marche ce type d'algorithme? Eh bien, je vais prendre mes chimiothèques traditionnelles ou mes chimiothèques virtuelles qui viennent des vendeurs de chimie ou que j'ai moi-même générées, et je vais calculer des descripteurs moléculaires sur l'ensemble de ces molécules. Je vais les passer dans mon outil, dans mon filtre statistique, et celles qui vont avoir un certain nombre de critères, à l'occurrence ici ces deux propriétés, vont être stockées, et je vais générer une chimiothèque focalisée, spécialisée, enrichie en inhibiteur d'interaction protéine-protéine. Et avec ce type de chimiothèque, je vais gagner de temps et je vais permettre d'avoir un taux de succès plus important, et ça, on l'a démontré au niveau expérimental. Mais évidemment, on ne s'est pas arrêté là. On a depuis développé une base de données d'inhibiteurs d'interaction protéine-protéine, donc on a de plus en plus d'informations avec les pathologies, le type d'expériences qui ont été réalisées pour regarder ces composés. Et à partir de ça, on a pu encore optimiser ces filtres. Et maintenant, donc, dans le laboratoire, on a des nouveaux scores, juste en regardant la molécule, avec un certain nombre de calculs théoriques. On va pouvoir dire que cette molécule a une bonne prédisposition pour moduler l'interaction protéine-protéine, ou alors cette molécule a très très peu de chance. Mais évidemment, ça ne suffit pas de faire ça, puisqu'on veut avoir des composés qui vont chez l'homme, et donc il faut d'autres filtres, et on a développé d'autres algorithmes qui permettent de repérer des molécules potentiellement problématiques. On connaît les alertes structurales, mais il y a toute une série de nouveaux groupes chimiques, certains sont connus depuis longtemps, qui s'appellent PAINS, c'est-à-dire Pan-Assay Interference Compound. Ce sont des molécules qui occupent
pas mal de chimiothèques, et notamment des chimiothèques académiques, et sur lesquelles il y a beaucoup de brevets qui sont déposés. En fait, la majorité de ces composés, donc il y en a 511 qui ont été stockés, mais en fait il y en a un peu plus, un certain nombre de ces composés sont des composés artefacts, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance pour que ces molécules deviennent des médicaments. Elles sont pertinentes dans le tube à essai, elles sont pertinentes in vivo, mais en fait c'est un artefact et on travaille pendant 6, 7, 10 ans sur ce type de composé sans même avoir la notion que ça peut être un problème. Mais évidemment, il faut toujours prendre ces informations avec précaution. Par exemple, ici, on voit une communauté qui va dire, voilà, ce type de molécule est problématique. Et vous voyez ici, dans cette année, c'est la molécule du mois chez d'autres scientifiques. Donc il faut prendre ces règles pour des règles, être guidé par ce qu'elles nous disent, mais au moins en prendre conscience très rapidement dans les développements de composés. Et donc, évidemment, avec les approches informatiques, on peut avoir un guide très très rapidement dans le processus de découverte. Donc les conclusions, c'est qu'on a plusieurs centaines de milliers d'interactions protéines-protéines importantes pour la pathologie et pour l'innovation thérapeutique. Au niveau d'approche informatique, on va pouvoir faire un certain nombre de prédictions importantes pour faciliter ce design. Et on a un intérêt évidemment ici qui pourrait être peut-être de mieux résister aux mutations, aux interfaces, et donc peut-être d'avoir quelque chose qui est pertinent pour en infectiologie et au niveau des cancers. Les approches chémo-informatiques vont aider à explorer cet espace chimique qui est en fait quasiment infini, de manière à aller directement dans des zones de l'espace qui sont, disons, plus susceptibles d'avoir du succès et d'avoir des composés qui peuvent être développés plus facilement. À l'heure actuelle, il y a à peu près 30 à 40 molécules qui sont en phase clinique. Les estimations en termes de retour sur investissement, c'est à peu près 800 millions de dollars par an dans les 2 ou 3 ans, sur ce type de modulation, donc avec des petites molécules chimiques. Et ce qui est important, c'est que les petites molécules chimiques sont bien connues pour avoir des taux d'échec assez importants en passant d'une phase à l'autre. Et donc, en passant d'une phase clinique 1 à 2, avec les connaissances actuelles, on a 82% de succès pour les inhibiteurs d'interaction protéine-protéine, comparé à 54% pour les autres molécules. Et le passage de phase 2 à phase 3 est de 57% pour les inhibiteurs d'interaction protéine, comparé à d'autres molécules pour d'autres cibles. Donc on a quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les résultats de la mise sur le marché des médicaments, mais on a un champ très important à explorer et on peut l'explorer de manière rationnelle. Et pour finir, je voulais revenir sur une diapositive et un commentaire dans la leçon inaugurale de Bernard Meunier sur ce besoin de recherche, de chance et d'esprit attentif. Et donc la chance, on l'a déjà entendu dans les 2 exposés précédents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de venir à cette leçon inaugurale, je travaillais sur ce composé-là, qui est une sonde pharmacologique qui va faire une liaison covalente avec une cystéine dans une interaction protéine-protéine impliquée dans le cancer. Et c'est toujours important d'avoir d'autres molécules intéressantes pour ce type de cible. Et donc j'avais commencé un criblage in silico. J'avais une première liste à observer et à tester au niveau expérimental. Il fallait réduire cette liste de manière importante. Et j'ai eu cette diapositive de Bernard Meunier sur le diméthylfumarate qui était absorbable par voie orale et qui a été repositionné pour la sclérose en plaques. Et c'est vrai que ce composé était dans ma liste sélectionnée in silico et on l'a testé en priorité. C'est le premier composé qu'on a testé dans cette étude, en plus des autres molécules qu'on avait déjà identifiées, et il marche in vitro. Donc c'est une chance assez importante. Voilà. Je vais remercier donc tous les cliniciens, les chimistes et les biologistes moléculaires, parce que je n'ai pas eu le temps de présenter les applications sur les cibles. On a beaucoup de cibles sur lesquelles on travaille. Et puis les gens du laboratoire, donc, qui font des développements informatiques pour essayer justement d'améliorer ces processus. Et je vous remercie.